rejeté. On va changer de rapporteur si vous voulez pour la mission immigration, asile et intégration. Merci. Et le temps que la rapporteure s'installe, je donne tout de suite la parole à Monsieur Guiton pour l'amendement 90, peut-être. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je vais être très bref sur toutes mes interventions. Je défendrai tous les amendements du RN, sauf Monsieur Beaubry pour les deux amendements de Monsieur Gillet pour la clarté des débats. Donc il s'agit tout simplement de laisser 100 millions d'euros sur le crédit ADA, allocation demandeur d'asile, au lieu des 315 millions d'euros de prévus. Alors, attendez. Là, vous avez défendu le 90, le 89, le 92. 90, j'ai défendu. Pardon. Vous avez défendu lequel? Le 90. Le 90 seulement, Excusez-moi, pardon. vous m'avez dit 90. Pardon. Je pensais que vous en aviez défendu Non. tous, pardon. Alors, Madame la rapporteure pour le 90. Non, mais... Alors, allez-y. Merci. Vous proposez, monsieur, de réduire à 100 millions d'euros donc la dotation de l'allocation pour demandeurs d'asile, alors même que l'ADA répond conformément aux dispositions de la directive accueil du 26 juin 2013 aux besoins élémentaires de subsistance des demandeurs d'asile au cours de cette procédure. C'est donc à l'effectivité du droit d'asile que vous souhaitez porter atteinte avec cet amendement. Et puis un autre point quand même, c'est vous souhaitez instruire les dossiers dans les pays d'origine. On parle ici quand même de réfugiés, de demandeurs d'asile, c'est-à-dire de personnes en fait qui sont persécutées dans leur pays. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un peuple persécuté va tranquillement migrer vers sa capitale et y attendre un rendez-vous à l'ambassade de France? Et si vous voulez parler de migration économique, quand c'est régulier, eh bien c'est déjà traité par nos ambassades, ce sont elles qui délivrent les visas de travail ou d'études. Sinon, ça s'appelle de l'immigration irrégulière, et nous avons bien un budget pour lutter contre cela. Il est même en augmentation de 31%, donc avis défavorable. Monsieur Guiton. Une phrase, écoutez, il s'agit de laisser l'obtention du droit d'asile dans tous les autres pays du monde, sauf la France. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Monsieur Guiton également pour l'amendement 89. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit toujours de la même chose, de traiter les demandes d'asile en dehors du territoire national et donc d'économiser ses conséquences et de retirer les crédits qui sont cités dans l'amendement. Madame la rapporteure. Oui, alors évidemment, même argument que pour l'amendement précédent, mais je vais ajouter autre chose. C'est la proposition que vous formulez, c'est-à-dire de traiter exclusivement les demandes d'asile formulées en dehors du territoire français, eh bien c'est tout simplement pas conforme à la Convention de Genève. Cette convention interdit aux États de renvoyer des personnes présentes sur le territoire ou à non-frontière vers un pays où elles risqueraient d'être persécutées. Donc votre recommandation aurait pourtant cette conséquence concrète. Un dernier point, c'est que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'oppose d'ailleurs à cette mesure. Gillian Triggs, qui est la haute commissaire assistante en charge de la protection internationale, expliquait dans un communiqué en 2021 que l'externalisation des demandes d'asile exploiterait à la fois les vulnérabilités des pays en développement et celles des réfugiés. Donc c'est à nouveau un avis défavorable. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Monsieur Guiton pour l'amendement 92. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit dans cet amendement de supprimer 5,6 millions d'euros du programme Intégration et accès à la nationalité française. Madame la rapporteure. Oui, vous souhaitez encore une fois minorer en fait les crédits de l'action accueil des étrangers primo-arrivants et tout ce qui concerne le contrat d'intégration républicaine. J'y suis fermement opposé parce que c'est un outil qui est vraiment au cœur de notre parcours d'intégration et je pense qu'ici on est très nombreux à souhaiter renforcer ce parcours d'intégration. Ma prédécesseure dans cet exercice, qui est Madame Élodie Jacquier-Laforge, avait consacré son dernier avis à l'évaluation du contrat d'intégration républicaine et elle a démontré lors de ses travaux que cet outil est très utile et vraiment évolutif. Donc avis défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement. Ah non, j'ai Monsieur Léaumont qui s'est inscrit, pardon. Oui, très rapidement. On est encore une fois sur un amendement du Rassemblement national pour enlever des crédits sur l'intégration et l'accès à la nationalité française. Moi, j'aime bien revenir toujours aux origines de notre République. Notre République, quand elle a été fondée en 1793, voici ce qu'elle disait à son article 4.
tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accomplis. Tout étranger, et c'est là que ça devient intéressant pour vous, collègues du Rassemblement national, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Voilà quelle était la République des origines. La République des origines ne fait pas le tri entre les gens en fonction précisément de leur origine. Et la République des origines, qui est la République qui est celle qui a fondé la France comme elle est aujourd'hui, est une république qui intègre précisément tout le monde et ne regarde pas la provenance des gens. Elle ne regarde qu'une chose, c'est l'adhésion au contrat républicain qui peut se résumer par une formule très simple qui est notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Par cet amendement, monsieur, vous êtes en train, une nouvelle fois, de trahir les valeurs qui sont celles de la République française et je trouve qu'il est honteux, donc évidemment nous voterons contre cet amendement comme tous les autres de cet acabit. Bon, je mets aux voix cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Monsieur Guiton pour l'amendement 93. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de supprimer cette fois-ci donc 100 millions d'euros pour l'accueil étranger primo-arrivants et 60 millions d'euros pour l'accompagnement des étrangers. Toujours dans le même but. Merci, Madame la rapporteure. Eh bien, toujours la même réponse. Vous souhaitez, encore une fois, minorer les crédits des actions accueil des étrangers primo-arrivants. Donc ça porte une atteinte considérable à l'accueil des étrangers, en particulier des réfugiés, et on y est très attaché, donc défavorable. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Monsieur Ciotti, vous avez une présentation commune des amendements 71, 85 et 86. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Ces amendements visent à replacer la politique d'éloignement du territoire français au cœur des priorités nationales. On a vu avec la tragique affaire qui aujourd'hui bouleverse notre nation de l'assassinat de Lola, combien les problématiques d'exécution, des obligations de quitter le territoire français étaient aujourd'hui défaillantes. C'est naturellement et malheureusement pas le premier drame qui touche notre pays. Je pense aux deux jeunes femmes qui avaient été assassinées par un barbare islamiste à la gare Saint-Charles il y a plusieurs années, qui avait vu d'ailleurs des conséquences dans l'organisation administrative puisqu'il y avait eu un défaut de placement dans les centres de rétention de Lyon notamment, où aurait dû se trouver l'assassin de ces jeunes filles. La question est donc posée aujourd'hui de notre capacité à procéder à l'exécution de ces obligations de quitter le territoire français. Or, le taux d'exécution de ces OQTF est ridiculement faible. Il était de 6% à peine en 2021. 6% sur plus de 100 000 obligations de quitter le territoire français. C'est une division par deux par rapport à 2017. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quasiment aucune de ces OQTF ne sont exécutées. Le ministre de l'Intérieur lui-même, même s'il a été contredit par le président de la République algérienne dans des termes très vifs dimanche, soulignait que pour certains pays, notamment l'Algérie, ces taux d'exécution étaient de l'ordre de 0,1%, plus de 7000 OQTF pour l'Algérie, 21 exécutés. Si ce taux d'exécution est tellement dérisoire et dramatiquement faible, c'est parce que nous manquons de volonté politique, c'est parce qu'il y a eu la fin du délit de séjour illégal sur le territoire qui permettait de placement en garde à vue, et c'est surtout parce que nous avons un défaut de nombre de places dans les centres de rétention administrative. Nous voulons aujourd'hui souligner la nécessité de replacer, si on veut être efficace en matière d'expulsion, les centres de rétention au cœur de nos politiques d'éloignement. Et c'est pour cela que par ces amendements, alors il y a 3 amendements de repli que je défendrai en même temps, Monsieur le Président, et donc je cumule un peu le temps sans aller au bout de la durée, sans exagérer. Je souhaite simplement que par cet amendement, les 2 autres sont des amendements de repli, nous abondions ces crédits de 100 millions d'euros pour permettre la création de 600 places supplémentaires en centre de rétention. Il en est prévu 250 pour l'année 2023. C'est néanmoins une baisse des crédits de paiement par rapport à l'exercice 2022. Donc on ne peut pas dire, lorsqu'on entend le ministre de l'Intérieur, que l'éloignement
est une priorité et voir les crédits qui sont affectés à l'éloignement diminuer. Donc par ces amendements, le premier vise à abonder ces crédits de 100 millions, le second de 80 et le dernier de 60 millions d'euros. Je crois qu'on ferait œuvre utile en replaçant la rétention, qui est la seule mesure réellement efficace si on veut mettre en conformité les actes avec les discours et pas simplement se contenter des paroles. Je crois que s'il y a une leçon à tirer de l'actualité dramatique, c'est une plus grande efficacité dans nos politiques et il faut s'en donner les moyens. Merci d'avoir défendu ces 3 amendements. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ciotti, on ne se contente pas justement des paroles. Alors vous me permettrez donc de répondre en une seule fois à vos 3 amendements que vous avez présentés et de me contenter de répondre en ce qui concerne les centres de rétention administrative parce qu'au-delà de votre introduction, il s'agit du fond de vos amendements. Donc en fait, vous souhaitez permettre le financement de la création de 600 places au sein des CRA l'an prochain. Et encore une fois, on ne se contente pas de paroles puisqu'un effort déjà important est consenti dans le cadre de ce PLF 2023. La capacité sera portée de 1859 places à 1961 places, avec la livraison, j'en ai parlé tout à l'heure, du CRA d'Olivet, et de 90 places, et l'extension de celui de Perpignan de 12 places. Alors on peut toujours considérer que ce n'est pas assez important, toujours est-il que voilà, on augmente petit à petit la création de places en CRA. Le plan d'ouverture de places en CRA devrait permettre, à l'horizon 2025, une augmentation de 50% des capacités de rétention en métropole par rapport à 2017. Donc on considère que c'est un effort important. Et dernière chose, moi je suis en désaccord avec la minoration des crédits de l'action 11, accueil des étrangers primo-arrivants, que vous suggérez, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Cette action porte le financement de l'OFI et ses dépenses d'intervention, et je suis convaincu que lutter contre l'immigration irrégulière au détriment des moyens consacrés à l'intégration des étrangers primo-arrivants, eh bien ce n'est pas conforme à nos valeurs, donc ce sera un avis défavorable pour vos 3 amendements. Monsieur Kerbrat. Oui, merci. J'en ai parlé tout à l'heure et je vois que la course à l'échalote électorale avec l'extrême droite est ouverte dans le camp des Républicains. On ne peut pas dire que c'est une solution efficace, la détention, la rétention, quand seulement 42,5% des personnes placées dans les centres de rétention sont éloignées. Et on a prolongé la durée depuis 2003. En 2003, on était à 32 jours d'enfermement. En 2011, on est passé à 45 jours. En 2018, nous sommes à 90 jours. Et quand l'on visite les centres de rétention administrative, et je pense que certains collègues n'ont pas usé de leur droit de visite, de privation des lieux de liberté dans les centres de rétention administrative, et de parler avec les services qui reconnaissent eux-mêmes que c'est une perte de moyens, une perte de temps, et je vois surtout que M. Ciotti n'y est pas allé, lui. Nous sommes dans un cadre où nous avons eu 8 condamnations pour infraction aux droits de l'homme par rapport à nos méthodes de rétention, que ce soit sur la rétention des enfants, que ce soit sur les conditions de rétention. Et on enlève, selon cette proposition, encore du budget sur l'intégration. Au bout d'un moment, une politique humaniste qui se dirigerait vers le mieux essaierait d'éviter ces stratégies d'enfermement absurdes qui ont prouvé leur inefficacité tout autant aux États-Unis et tout autant dans les autres pays d'Europe et essaierait plutôt de mettre vraiment le paquet sur l'intégration. Donc ces amendements, on va voter contre et on va vraiment voter contre avec résolution. Merci, Monsieur Ciotti. Et après, on tente d'accélérer. Non, c'était là-bas. Je crois que c'est un débat extrêmement important, Monsieur le Président. Je n'ai pas abusé du temps. Simplement, je note la disproportion qui traduit quelque part la hiérarchie des priorités du gouvernement. 2 milliards 100 millions d'euros pour la mission immigration, 170 millions d'euros pour, dans ce cadre, les missions d'expulsion d'éloignement. Voilà. Donc on ne peut pas avoir un double langage permanent, ne pas se donner les moyens d'une politique. Le prix qu'on paye, ce sont aujourd'hui 94% d'OQTF qui ne sont pas exécutés. C'est un scandale républicain.
La France doit exécuter les décisions qu'elle prend. Elle ne le fait pas parce qu'elle ne s'en donne pas les moyens. Et nous en payons des conséquences tragiques. Nous l'avons vu, je le dis, avec l'assassinat de Lola. Nous l'avons vu avec d'autres faits extrêmement graves qui, malheureusement, ont été les conséquences de cette non-exécution. Donc, je le souligne aujourd'hui, il n'y a qu'un moyen pour améliorer les taux d'exécution. Ils sont, vous l'avez souligné, de plus de 40%, presque 50% après un placement en CRA. Ils sont de 6% si on ne passe pas par les CRA et si on se contente d'envoyer une lettre en demandant aux personnes si elles auraient la gentillesse de bien vouloir quitter le territoire français. Naturellement, le caractère incitatif de ce courrier est aussi relatif que l'efficacité de la politique du gouvernement. Il faut changer de politique en la matière et il faut se donner les moyens d'exécuter les décisions qui sont prises par l'exécutif et qu'on doit, c'est un devoir, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, exécuter. Alors, je mets aux voix ces amendements. L'amendement 71, qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Pour le 85, même avis, même vote. Pour le 86, même avis, même vote. Amendement numéro 46, Madame Torigna. Oui, merci. Donc cet amendement porte sur l'allocation pour demandeurs d'asile. Depuis 2017, les prévisions du gouvernement n'ont cessé d'être volontairement irréalistes, ce qu'a dénoncé d'ailleurs la Cour des comptes dans son rapport en 2020. La dotation de l'ADA s'élève à 314,7 millions d'euros de crédit de paiement cette année, soit une diminution de 173,3 millions d'euros par rapport à 2022. L'affichage de cette diminution dans le projet annuel de performance est contradictoire puisque celui-ci reconnaît en même temps l'hypothèse d'une, je cite, poursuite de la reprise du flux de demandes d'asile observé en 2022. Il nous paraît incontournable de tenir compte d'abord de l'inflation qui touche toute la population, particulièrement la plus vulnérable. La diminution qui est affichée est d'autant plus incompréhensible aussi eu égard à la prise en charge de la protection temporaire des réfugiés ukrainiens. Or, à ce jour, la fin de la guerre en Ukraine ne semble pas d'actualité et on doit donc aujourd'hui prendre en compte pour le prochain budget, ce qui n'a pas pu être fait évidemment précédemment, le versement de ces aides. Par ailleurs, on regrette fortement que l'ADA ne soit toujours pas versée à Mayotte. Ça nous paraît absolument inéquitable. Et enfin, il est également à noter que la majoration de l'ADA pour les personnes non hébergées est très insuffisante au regard du prix d'une location sur le marché privé. C'est-à-dire qu'avec 7,40 € par jour, soit 230 € par mois, trouver un logement relève du miracle. Pour toutes ces raisons, il nous paraît urgent d'inverser cette tendance de sous-budgétisation pour accueillir dignement et humainement tous les demandeurs d'asile et non pas continuer à alimenter un budget qui met l'accent sur le sécuritaire et l'enfermement, contrairement à ce qu'on vient d'entendre. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Nous proposons donc à cette fin de prélever de l'action 3, lutte contre l'immigration irrégulière, du programme 303, 20 millions d'euros d'autorisation. Merci Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Madame Torigna, c'est vrai qu'on a ici une diminution du budget asile-immigration. C'est une des très rares diminutions de ce budget. Mais moi, je considère que vraiment, il s'agit d'une diminution vertueuse. Et le ministre en a parlé tout à l'heure. L'allocation pour demandeurs d'asile, c'est une allocation qui est attribuée aux demandeurs d'asile durant toute la durée, effectivement, de la procédure d'instruction de leur demande. Et nous sommes tous conscients, on l'a tous regretté ici, que ces délais d'instruction étaient trop longs. Et justement, si cette ligne budgétaire est en baisse, c'est que le gouvernement s'est engagé à réduire de manière conséquente ce délai d'instruction. On a des premières preuves, notamment par de nouveaux moyens qui sont donnés à l'OFPRA pour réduire le taux de rotation des officiers de protection chargés d'instruire les demandes. Deuxième chose, l'OFI va également poursuivre son pilotage de l'allocation en intensifiant le contrôle et notamment, on est aussi un certain nombre ici à y être fortement attachés, la lutte contre les fraudes. L'application plus systématique du règlement Dublin devrait également permettre de maîtriser la dépense de l'ADA.
Donc le nombre de transferts est en effet en nette progression. Donc il ne s'agit pas juste de diminuer le budget consacré à l'ADA, mais bien une diminution, je vais dire, des besoins de l'ADA. Dernière chose, vous avez évoqué la Cour des comptes. La note d'analyse de l'exécution budgétaire de la Cour des comptes pour l'année 2021, eh bien, elle montre que pour la première fois depuis des années, l'exécution 2021 était marquée par une sous-exécution des dépenses ADA. Effectivement, 389 millions d'euros au lieu de 454 millions, parce qu'encore une fois, les délais sont moindres. Donc, c'est un avis défavorable. Merci. Chers collègues, ne me forcez pas à réduire arbitrairement le temps à 1 minute. C'est encore M. Bernalicis qui en a payé les pots cassés pour sa mission. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Madame Torigna pour l'amendement 47. Oui, alors, justement, je reviens là sur les moyens supplémentaires pour l'hébergement d'urgence. Alors, le budget affiche la création d'un nombre conséquent au sein du dispositif national d'accueil. Cependant, cette augmentation est à relativiser. D'abord, il y a une grave pénurie des hébergements d'urgence, pénurie qui est dénoncée par de nombreuses associations, dont la CIMAD, pénurie qui condamne de très nombreuses personnes à dormir à la rue, une centaine dans ma ville à ce jour, à Saint-Étienne, dont des enfants. Pénurie que les associations ou de simples citoyens s'efforcent de pallier en prenant en charge des hébergements solidaires. Ces engagements citoyens assurent de fait la mission de l'État. En revanche, le gouvernement, avec ce PLF, prévoit la poursuite, je cite, d'un plan ambitieux d'ouverture de places dans les centres de rétention administrative, comme le demande donc effectivement M. Ciotti. Or, toutes les associations présentes en CRA démontrent qu'enfermer plus et plus longtemps ne conduit pas à des éloignements effectifs, car ces placements sont loin d'être faits avec discernement. Faut-il rappeler qu'en mars 2022, et pour la 9e fois, la CEDH a condamné la France pour traitement inhumain et dégradant concernant l'enfermement des enfants qui avait été permis de facto après la loi Collomb de 2018 et juste avant celle de M. Darmanin, loi qui ne se veut d'ailleurs pas moins répressive ni moins contraire aux droits de l'enfant. Nous pensons donc qu'il faut revoir cette logique de l'enfermement pour passer à une logique conforme aux valeurs d'humanisme, conforme à notre devise républicaine. Merci. C'est pourquoi cet amendement prévoit de prélever 20 000 euros. Merci, Madame la rapporteure. Millions. Moi, il y a des chiffres. Voilà. Merci, Madame la rapporteure. Vous souhaitez en effet augmenter le budget de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Alors, vous avez raison, c'est quelque chose qui revient très souvent et à laquelle on ne peut pas être insensible. Et vous soulignez aussi que par cet amendement, le rôle central joué par l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, ce qu'on appelle l'UDA. Une partie de ce dispositif offre des prestations similaires à celles des CADA et peut être considérée comme de l'hébergement pérenne. Les structures UDA qui offrent un niveau inférieur de prestations, tels que les dispositifs hôteliers, sont plutôt destinés à un accueil transitoire des demandes d'asile, préalablement à leur admission éventuelle dans un hébergement pérenne. Et ces structures sont essentielles. La dotation inscrite au PLF 2023 vise d'ores et déjà à permettre une extension du parc. De la même manière, j'en ai parlé tout à l'heure, à près de 53 000 places par la création notamment de 900 places spécifiquement dédiées à l'outre-mer. En outre, le montant additionnel de 13 € par jour pour les places spécialisées dans la prise en charge de femmes victimes de violences ou de traite des êtres humains est pérennisé. La dotation tient enfin compte d'une revalorisation du coût cible journalier pour prendre en compte la revalorisation salariale des travailleurs sociaux. Alors j'entends bien que dans certaines zones, de fortes tensions existent, mais le PLF 2023 me semble d'ores et déjà proposer un effort significatif en la matière. Permettez-moi également de remercier les associations et nos concitoyens, tant au niveau national qu'au niveau local, qui sont souvent d'une aide très précieuse. Mais c'est un avis défavorable pour moi. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Amendement numéro 50, M. Kerbrat. On en a beaucoup parlé ce soir et ça a fait l'unanimité dans beaucoup de groupes républicains ici. Par notre amendement d'appel, notre groupe parlementaire dénonce les freins et les conséquences dramatiques de la dématérialisation des procédures dans l'accès aux droits pour les étrangers et propose de créer un nouveau programme consistant à abonder le recrutement de personnel dans les préfectures et sous-préfectures. Comme l'indique le budget dans l'année 2022 de l'administration générale et territoriale de l'État,
Le programme Administration numérique pour les étrangers en France, ANEF, a pour objectif, je cite, la dématérialisation de bout en bout des process métiers étrangers, asile, immigration et accès à la nationalité française. Ce programme a donc vocation à devenir l'interface unique pour l'ensemble des démarches de dépôt de dossiers des ressortissants étrangers. Ce programme ANEF nous coûtera sur le quinquennat 141 millions d'euros. 141 millions d'euros pour poursuivre la déshumanisation de nos services publics et mettre de facto bon nombre d'étrangers dans des situations irrégulières, comme l'a reconnu M. le ministre tout à l'heure, en employant un terme un peu plus fort que le mien, créer des sans-papiers. Et quand je dis que cette dématérialisation provoque aussi ces situations irrégulières, ce n'est pas moi, mon groupe politique ou d'autres qui le disent, mais la défenseuse des droits, le Conseil national du barreau, les associations comme la CIMAD, ou ainsi que le Conseil d'État qui a rappelé lors de référés récents que l'obligation faite aux étrangers de prendre rendez-vous en préfecture par voie électronique n'est prévue ni par la loi ni par les décrets pris en application de celle-ci, que toute administration est tenue de prévoir une alternative à la procédure dématérialisée. Notre amendement vise donc à prélever 20 millions d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de l'action 3, à savoir lutte contre l'immigration irrégulière. Merci. Pour abonder un nouveau programme pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures. Merci, Madame la rapporteure. Oui, monsieur. Vous l'avez entendu tout à l'heure, je partage un certain nombre de vos inquiétudes et en tout cas de vos constats en ce qui concerne la dématérialisation et plus précisément l'ANEF. En revanche, je trouve quand même que vous êtes assez sévère. Vous avez marqué dans l'exposé de vos motifs que l'ANEF avait été créée uniquement pour faire des économies. C'est vraiment pas le cas. Moi, j'ai plutôt envie quand même de laisser une chance à l'ANEF et parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les premiers résultats en ce qui concerne les titres étudiants et passeport talent, c'est vraiment une réussite. Donc attendons un tout petit peu d'aller jusqu'au bout pour voilà, régler tout ce qui est bug et dysfonctionnement. Et je pense que pour partie, ça ne résoudra pas tout et on ne peut pas faire du tout dématérialisé. Ça, je partage avec vous. Mais voilà, donc c'est un avis défavorable. Merci, je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Amendement en présentation commune, le 87 et le 88, Monsieur Guiton. Oui, merci Monsieur le Président. Donc très rapidement, donc, il s'agit d'augmenter les moyens de l'État pour faire face à l'immigration régulière au lieu et place de l'accueil fait aux étrangers. Que dire de plus? J'ai entendu tout à l'heure le terme de politique humaniste. Bah écoutez, la politique humaniste pour nous, c'est de s'occuper des 9 millions de pauvres en France. Madame la rapporteure. Je vais faire une réponse aussi brève. J'allais dire que la présentation de cet amendement, enfin voilà, retirer 20 millions d'euros à l'accueil des étrangers primo-arrivants, ça ne roule pas en ce qui me concerne. Vous motivez cet amendement par l'augmentation de l'insécurité en France. Moi, je souscris en rien à vos analyses, ni à la logique, ni à l'objectif de cet amendement. Et même, j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse, donc c'est un avis défavorable. Monsieur Léaumont, pour une Oui, courte intervention. cet amendement du RN, donc regardez bien ce qu'il fait. Il propose d'enlever des crédits sur l'intégration des étrangers primo-arrivants et d'en rajouter sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Mais en réalité, le Rassemblement national est-il au courant du fait que les crédits sur l'intégration des étrangers primo-arrivants concernent l'immigration légale ou pas ? C'est-à-dire l'immigration, par exemple, de travail. Et vous nous dites sans arrêt vouloir défendre, par exemple, les territoires ruraux. Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, que dans de nombreux hôpitaux des territoires ruraux, ce sont des médecins étrangers qui exercent parce que nous n'avons pas assez de médecins? Donc vous êtes en train de systématiquement stigmatiser les gens en fonction de leur origine. Que l'immigration soit légale ou illégale, vous en avez à peu près rien à faire. La seule question qui compte pour vous, c'est est-ce que les gens sont français ou étrangers? Or, je suis désolé, le rayonnement de la France, c'est aussi savoir intégrer des gens. Et en l'occurrence, dans le cas des médecins étrangers, ils nous viennent sacrément en aide. Et dans les territoires ruraux, si on les avait pas, on serait bien dans la mouise. Merci, je mets donc aux voix ces amendements. Le 87, qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. 88, même vote. Amendement numéro 7, Monsieur Solignac. Merci Monsieur le Président. Si vous le voulez bien, je vais présenter le 7 et le 8 en moins d'une minute. Le premier propose la création de 1000 places supplémentaires dans les centres provisoires d'hébergement des réfugiés pour être au niveau des besoins qui sont exprimés par le terrain. Cet amendement flèche donc 10 millions d'euros vers le programme 104 et l'action 11 par prélèvement sur le programme 303. Et enfin, le second propose de renforcer le budget consacré aux actions d'accompagnement des réfugiés. Même montant, 10 millions d'euros sur le programme 104 et l'action 15. Madame la rapporteure.
Merci. Le budget alloué au programme 104 est déjà en hausse de 24%, justement pour la création de 1000 places en centre provisoire d'hébergement. Alors je comprends que vous souhaitiez doubler cette augmentation, mais c'est au détriment des actions de lutte contre l'immigration irrégulière, actions auxquelles on est également attaché. Donc je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'on doit toujours continuer cet effort important sur l'hébergement, mais la lutte contre l'immigration irrégulière me semble tout aussi importante, et donc ce sera un avis défavorable. Mais donc aux voix l'amendement numéro 7, qui vote pour, qui vote contre, l'amendement est rejeté. Amendement numéro 8, même vote. Amendement numéro 49, monsieur Kerbrat. Chers collègues, dans notre politique d'immigration, devons-nous préférer le contrôle de la régularité du séjour ou le sauvetage des vies humaines? La politique menée jusqu'à présent en France et appuyée par le nouveau pacte européen de 2020 s'inscrit dans une logique répressive et sécuritaire. Ce choix de l'endiguement et des expulsions se fait au détriment d'un accueil qui garantissait la dignité et les droits fondamentaux. Cette approche accroît les risques sur les routes et rend le recours à des passeurs inévitable, nous rendant complices de leur puissance. C'est pourquoi le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies appelle les États à ne renvoyer aucune personne sauvée en mer vers la Libye, mais à les débarquer en lieu sûr et à leur accorder une protection internationale, en particulier les mineurs non accompagnés, les survivantes de traite, de violences basées sur le genre, de torture ou de naufrage. Pourtant, sur l'ensemble des personnes interceptées ou sauvées dans la zone libyenne, seuls 16% ont été débarqués dans un lieu sûr, le plus souvent sauvés par des ONG. En 2021, 3230 personnes sont décédées ou disparues en mer. Et au total, il y a eu moins de personnes débarquées en Europe depuis la Libye que de personnes interceptées et renvoyées dans ce pays en guerre civile où des groupes armés pratiquent l'esclavage. Et non, pour nous, cela ne peut plus durer. Avec cet amendement, nous vous proposons un transfert de 7,4 millions d'euros depuis l'action 3, lutte contre l'immigration irrégulière, vers un nouveau programme intitulé « Sauvetage des naufragés ». Ce programme financerait des dispositifs maritimes affrétés par l'État français afin de porter secours aux navires et embarcations de fortune et en détresse. Il sera un formidable appui aux actions humanitaires déjà menées par les associations de secours, puisqu'il représente environ le double du budget d'SOS Méditerranée. Je crois que les morts en Méditerranée méritent que je finisse mon intervention, Monsieur le Président. Oui. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. En effet, monsieur, c'est un amendement auquel on peut évidemment pas être insensible. On a tous les images qui nous arrivent de temps en temps de ces naufragés. Donc vous souhaitez créer une ligne de programme et l'abonder à hauteur de 7,4 millions pour le sauvetage des naufragés en Méditerranée, ce qui permettrait de financer des dispositifs maritimes affrétés par l'État français pour porter assistance aux navires et embarcations dans la Méditerranée. Alors, comme je l'ai dit, on partage ici profondément votre préoccupation. Vous avez donné les chiffres de 2021. Je vais aller même plus loin. Depuis 2015, c'est 21 000 personnes qui ont péri ou qui ont disparu en Méditerranée ou dans l'Atlantique en tentant de gagner l'Eldorado européen, j'allais dire. Il n'empêche, je vous rappelle aussi que l'Union européenne est très active en la matière, et sur la même période, c'est 541 000 vies qui ont été sauvées en Méditerranée grâce à 3 opérations conduites par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Donc, sur ce sujet en particulier, je pense que notre action et notre détermination au niveau européen aura beaucoup plus d'efficacité pour ces personnes. Merci, je mets aux voix cet amendement. Qui vote pour, qui vote contre. L'amendement est rejeté. Amendement numéro 91, monsieur Guiton. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je vais défendre cet amendement de manière inédite. Et je vais vous dire que cet amendement, finalement, il permet de lutter contre les drames en Méditerranée qui viennent d'être expliqués. Finalement, appliquer une politique australienne du no way, comme nous le voulons, c'est lutter contre l'immigration irrégulière, c'est lutter contre les passeurs qui s'engraissent sur le dos de pauvres personnes, et donc c'est éviter des drames qui ont lieu dans la Méditerranée. Donc la politique de no way à l'australienne, si on pouvait l'appliquer en France, ce serait évidemment parfait, puisque ça éviterait d'avoir des drames dans la Méditerranée et des pauvres personnes qui se noient. Madame la rapporteure. Écoutez, j'ai pas trop compris votre logique, mais encore une fois, vous prenez des crédits à l'accès à la nationalité française, donc pour moi, c'est défavorable. Monsieur Kerbrat. Nous avons, suite à la crise du Covid,
permis de donner la nationalité à bon nombre de personnes qui étaient en première ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, des infirmières, des aides-soignantes, des caissières. Avec ce type d'amendement, et le reliant de manière complètement déconnectée avec l'affaire et le drame de ce qui se passe dans notre Méditerranée, votre objectif est de pénaliser encore plus les travailleurs immigrés qui pourtant contribuent à ce pays. C'est d'un drame absolu. Je mets aux voix cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Madame Faucillon, pour l'amendement 16, vous voulez défendre en même temps que le 45? C'est pas du tout le même. Alors allez-y. J'ai déjà évoqué le sujet dans mon intervention. Là, l'idée, c'est d'ouvrir les cours de français langue étrangère à tous les étrangers en situation régulière qui le souhaitent. Aujourd'hui, l'accès à ces cours est proposé uniquement aux primo-arrivants qui sont dans un parcours d'intégration CIR. Moi, ce que je constate sur mon territoire, c'est qu'il y a plein de gens qui souhaiteraient pouvoir accéder à ces cours et qui aujourd'hui ne le peuvent pas simplement parce qu'ils ne sont plus primo-arrivants, ce qui est quand même tout à fait ridicule. Tout comme il y a quelques années, il a fallu se battre pour que les gens qui ne soient pas uniquement là pour le travail, qui aient accès à ces cours de français. Mais vous pouvez peut-être le faire après ça, que j'ai fini, non ? Juste, je suis en train de parler, de défendre mon amendement. Si... Excusez-moi, il y a des collègues qui m'interpellent sur les amendements. En même temps, je leur réponds comme je le fais avec chacun d'entre vous. Donc vous pouvez poursuivre la défense de votre amendement. Non, enfin, j'attends qu'il y ait juste que ça parle pas au milieu. Madame la rapporteure, votre avis? Non, mais sérieusement, c'est une blague ou quoi? Non, ça va, franchement, je suis en train de... À chaque fois, je parle avec l'un d'entre vous pour distribuer la parole, pour savoir où est-ce que se trouve l'amendement. Quand je le fais avec d'autres, vous pouvez quand même accepter que je le fasse aussi. Non, mais juste, je suis en train de défendre mon amendement, j'ai deux personnes qui parlent au milieu, vous comprenez que... Et d'abord, je trouve votre ton très très sec. Juste, vous pouvez le dire autrement, en fait. Madame la rapporteure. Bon, moi j'aurais bien aimé écouter Madame Faucillon jusqu'au bout, parce que pour le coup, attendez, non, c'est dommage, attendez, parce que c'est un bel amendement que nous propose ici Madame Faucillon. On est tous... On y est presque, mes chers collègues. C'est un bel amendement que propose ici Madame Faucillon. On est tous très attachés à l'apprentissage et à la maîtrise du français par les personnes qui viennent effectivement en France. Et vous l'avez dit à très juste titre, chers collègues, on a mis beaucoup une action très très forte sur les primo-arrivants et à travers le contrat d'intégration républicaine, ce qui marche plutôt bien, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui n'y ont pas accès. Et donc moi je suis très sensible à votre amendement donc j'émets un avis favorable. Madame Faucillon. Simplement, merci beaucoup pour cet avis. Je pense que c'est important parce que aujourd'hui, on voit combien dans l'administration, ça devient une injonction pour le parcours de régularisation ou pour le parcours de vie, l'apprentissage de la langue française, et que notre État ne peut pas être sous forme d'injonction sans offrir les moyens pour pouvoir acquérir cette langue. Et donc, moi, je me souviens, il y a quelques années, on ne permettait pas, par exemple, je dirais aux femmes particulièrement qui étaient là via le regroupement familial, parce qu'elles n'étaient pas forcément dans un parcours d'emploi, elles ne pouvaient pas apprendre la langue. Et on leur reprochait de ne pas pouvoir s'intéresser, par exemple, aux affaires scolaires de leurs enfants. D'avoir ouvert à ces femmes l'apprentissage de la langue, c'est une possibilité pour elles de pouvoir s'intéresser, communiquer avec les professeurs, etc. Donc vraiment, on voit à quel point c'est extrêmement bénéfique pour le parcours de chacune, de chacun, y compris pour qu'elles ne soient pas dans la précarité. Donc vraiment, là, le fait de pouvoir l'étendre au-delà des primo-arrivants, je pense que c'est un outil extrêmement important, et aussi pour la francophonie, d'ailleurs. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Non, il est adopté. Amendement numéro 45. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement est pour la régularisation des travailleurs sans papier. Ces personnes-là représentent plus de 600 000 personnes concernées qui participent à l'économie du territoire.
tant dans la filière BTP, hôtellerie, transport, livraison. Aujourd'hui, je pense que au travers de cet amendement-là, on permettrait à des centaines de milliers de travailleurs d'être régularisés et de continuer à contribuer à la bonne santé économique du territoire. Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Oui, vous appelez en fait à une régularisation massive des personnes qui travaillent de manière illicite dans certains secteurs. Et je ne suis pas certaine en fait que le véhicule soit le bon. Pour moi, on doit d'abord lutter contre ces filières qui peuvent parfois, vous ne me direz pas le contraire, je pense, s'apparenter à une forme d'esclavage. Et vous verrez à la lecture future de mon avis que moi, je suis vraiment pour faciliter la régularisation par le travail, et notamment dans certains secteurs particulièrement en tension. Mais encore une fois, pour moi, je pense que ça peut produire des effets contraires à ceux que vous souhaitez. Donc, c'est un avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Je mets aux voix les crédits inscrits à l'état B de la mission Immigration, Asile, Intégration. Qui vote pour? Qui vote contre? Ils sont adoptés.